Une question après un ami. National 6, entre la croix de Villeroy et l'entrée du pont. C'est saturé. Bon, je reporte, on va le baisser. Quand je pars de chez moi pour aller sur Paris, je suis bloqué à la baie. Ici, jusqu'à Limeil-Brévannes. Et voilà. C'est bloqué de chez bloqué, on fait tout ce qu'on peut pour... et à chaque fois qu'on augmente les voies de circulation, on augmente le nombre de bagnoles, on n'a rien avec. T'as envoyé Si ça coûte cher de faire une voie en rond, là je prends pour le RER, la ligne 14. Celle qui va jusqu'à Orléans. Non, c'est pas ça. C'est que la bonne dame, elle voulait venir. Tu restes André, tu restes ou pas alors? Je sais pas. Je commence à en avoir un peu assez comme tout le monde. L'inconvénient, c'est que si Il y a plus le Coran, il y aura tu pas il y aura des implications. Elle enregistre un mot, ou un sifflet, et bon, elle s'en va. Et quand elle veut savoir où est son téléphone, elle siffle et il y a le téléphone qui sonne. Oh, mais ça c'est bien, c'est un truc comme ça qu'il faut. Ça, c'est bien ça. Oui, alors. On l'a appelé aussi. Sur un deuxième téléphone, le sifflet, c'est bien. Ouais. Là, c'est plus moi pour faire. Non, c'est pour savoir dans quel sac. C'est une bonne idée. Chez là. Moi, j'ai eu ça. C'est ce que vous faites, c'est le même Celle de Thierry. Ma femme, elle avait un porte-clés. Elle avait un porte-clés. C'est pareil que sifflet ou un bruit faible, c'est pour les mêmes raisons. Ah oui, d'accord. Et on était. Parce que c'est froid. Alors. Elle arrive près d'elle, et le clou. Non, mais il n'a pas tombe là-haut. Il s'est mis en. Alors, on a reçu Ils ont vu dans le sac, machin. à 4. Elle est là. Alors, je cherche Marie-Hélène. Ils sont en train de se mettre pas d'accord. On n'a pas commencé. C'est le début de la fin ou la fin du début. Dis-moi si tu as reçu. J'ai pas mon pro là. J'ai pas mon pro. Ah oui. Ok. Garde ta place. Tu peux même la prendre si tu veux. Amir. Tu vas à Dijon, toi. T'arriveras plus tôt. T'arriveras plus tôt. Et donc, c'est mon aventure. C'est qui emmène les gens. Super. Ah, vous trouvez ça drôle, hein? Vous voulez pas... Vous voulez non, il vous reste encore 2 minutes. Vous avez vu M. Praval aujourd'hui? Oui, mais je suis pas repassé par Véronique qui avait un... Bon, mon message n'a pas été efficace.
alors la télévision du courrier. Ah, ça va, bien, bien. Ouais. Tant pis et tant mieux. Ouais, ça devrait aller. Ça va? Oui. Désolé, oui, comme j'ai indiqué, on a une conférence des maires qui a été un tout petit peu plus longue que prévu. J'apprends qu'il y a un certain nombre de collègues qui nous ont quittés. Oui, non, non, ça va pas pour C'est flagrant là. Hein? C'est clair. Hein? Ouais. C'est clair. Hein? Ah, comme vous pouvez l'imaginer, il y a un problème de RER aussi qui fait que certains de nos collègues. Est-ce que l'administration peut nous indiquer Et à partir de 22 ans, il y a des travaux. On est en train de constater le quorum. Est-ce que chaque ville peut vérifier le nombre de membres? Savoir si vous êtes au complet ou s'il y a des collègues qui sont sur le point d'arriver. Alors attendez, on a, d'après le dernier décompte, on a 35 membres, donc il manquerait une personne pour avoir le quorum, ce qui montre, parce que j'ai pu comprendre que nos collègues de la ville de Draveil, qui généralement arrivent avec une demi-heure de retard, cette fois-ci sont arrivés à l'heure, ils sont partis à bout d'une demi-heure. Est-ce que, avant l'ouverture de la séance, ce qui est plus facile pour... Ouais. Donc, est-ce qu'on... Non, mais là, c'est très sympa de vous saluer, etc. Mais est-ce que vous pouvez, chaque ville, là, tous les maires et les IRCAP, vérifier vos représentations par ville et voir s'il y a un élu qui est dans le coin et qui pourrait être mobilisé? Tu arrives? Tu arrives? Ok. Monsieur Canard. André arrive. Ah, André sauve le... Merci André, nous avons donc le quorum. Ça, on me dit.
attendez, moi ce que je vous propose, en tout état de cause, c'est qu'on, vu qu'il manque quelques personnes qui sont bloquées dans le RER pour l'instant, donc on aura sans difficulté le quorum à mon sens, c'est que je vais procéder à l'appel pour que chacun puisse voir s'il y a des coups de téléphone à passer, et en tout état de cause, juste derrière, on parle, voilà, il y avait, donc c'est 34 pour l'instant, on est à 34 présents, c'est ça? Vous avez compté, ok. Donc il manque encore une personne. 70. Non. Ouais, on est 35, donc il manque une personne. Donc Éric Adam est présent. Damien Alouche est absent, on n'a pas de procuration. J'ai pas. Clarisse André est présente. Simone Arnaud est absente. Monique Bayot est absente. Françoise Balu est présente. Patrick Bernard est présent. Gaël Bougerolles est présente. Gérard Boutier est présent. Aude Bristow est absente. André Cana est présent. Gilles Carbonnet est absent. Gilles Carbonnet. Oui, oui, il Sylvie Carillon est présente. Christophe Carrère est absent. Thomas Chazal est présent. Bachir Bechekini est absent, Serge Chevalier est absent, Olivier Clodon présent, Romain Collat également, Saïd Dafi absent, enfin il était présent, Mickaël Damiati présent, Jacqueline Guinard présente, Valérie Dolphus présente, Sylvie Doncarly absente, Patrick Dubois. Oui, ah oui, parce que j'ai vu qu'il y avait pouvoir pour. Il n'y a pas les pouvoirs indiqués. François Duroy présent, Marianne Evrard présente, Jacqueline Fargue. Jacqueline? D'accord. Florence Durvidiaz est partie, Christian Ferrier est présent, Paul Fontagneux également, Annie Fongardan également, Jean-Claude Fraval également, Bruno Gallier également, Christine Garnier est présente, Jackie Gérard aussi, Joël Gruère est absent, Pierre-Marie Guénier est présent, Amir Adzik est parti, Faten Idri est absent, Didier Eugène est absent, Christophe Joseph est parti, Mathilde Tourza est présente, Nicole Lamotte est présent, Jean-Claude Leroux est présent, Franck Leroy dans le RER, donc il va arriver, François Levasseur est absent, Pascal Lu est présent, Guy Maguero est parti, Pascal Michelangeli est absent, Muriel Moisson, Sylvie? Puisque la question que je pose, Dominique Monge-Montal, elle ne peut pas venir. Françoise Nicolas, Marc Dusbaum est présent, Nicole Poinceau est présente, Richard Privat est absent, Georges Pujax est présent, Valérie Rago, et elle ne peut pas venir. Dominique Renoncia est là. Jérôme Rickling absent, Daniel Roure. Michel Rousseau. Lionel Santenac. Adeline Sevaux. Joël Surat. Martine Sureau est présente. Jean-Gilles Gisca est absent. Georges Tron est parti. Daniel Villat est présent. Philippe Welch est présent. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la séance où on présente les délibérations et on ne procédera au vote qu'à partir du moment où nous aurons le quorum, les 36 présents, et évidemment, dès lors qu'on peut avoir le débat, on ne vote pas, simplement lorsque les personnes qui auront le quorum seront arrivées, elles auront la faculté de s'exprimer, y compris sur les délibérations qu'on aura présentées auparavant. D'accord? Ce qui nous évite à tous de rester et de perdre du temps. Et encore une fois, désolé. Voilà. Nous avons le quorum, donc on peut ouvrir la séance. Et encore, nous avions un bureau, une conférence des maires qui a duré un peu plus longtemps que prévu, j'en suis désolé. Donc je vais aller très vite peut-être pour vous indiquer d'abord vous rappeler que nous avons la journée verte et bleue le 30 ce dimanche en forêt de Sénart. Vous indiquer que nous avons beaucoup travaillé avec Mickaël Damiati et les équipes sur les médiathèques et qu'à compter de la rentrée prochaine,
les médiathèques seront ouvertes à tour de rôle le dimanche après-midi et que nous avons un programme d'ouverture de 17 dimanches sur l'année prochaine qui correspond à la quasi-totalité des dimanches hors vacances scolaires, ce qui a une vraie amélioration de l'offre en direction de nos usagers. À la même date sera étendu le portage des livres sur les communes de Draveil, Montgeron et Vigneux. Vous indiquez ensuite que l'agglomération compte s'associer pour la première fois à Octobre Rose en octobre prochain avec des courses et des dons qui seront organisés. Vous dire que nous avançons sur le CISPD, le Conseil de prévention de la délinquance, et que nous avons eu une réunion à nouveau des différentes villes avec l'État et la justice, avec des mesures qui vont être mises en place de prévention en direction des élèves de CM2, de mutualisation de nos polices municipales sur quelques événements, on pense notamment aux fêtes de la ville, et également d'accueil de personnes condamnées à des travaux d'intérêt généraux dans nos villes et à l'agglomération, et l'agglomération émargera au titre de ces programmes. Nous aurons sans doute lors de la prochaine réunion du Conseil communautaire des délibérations importantes sur tout ce qui concerne la politique de la ville où nous avançons. Nous avons des dernières réunions sur Brunoy et Épinay-sous-Sénard avant les fêtes. Vous indiquez ensuite que nous avons un nouveau collaborateur qui est arrivé à l'agglomération en tant que manager de centre-ville, dont le rôle n'est pas l'animation des centres-villes qui est la responsabilité de chacune des communes, mais d'avoir une veille foncière et d'aider les communes à faire les relations avec les chambres consulaires et avec tous les gros investisseurs pour trouver des enseignes et nous aider à occuper les locaux vacants dans chacune de nos communes. Vous dire, mais je pense que vous l'avez vu et vous avez peut-être même eu le temps de le lire sur la table, que nous avons édité pour la première fois un petit guide touristique du Val-d'Ar-Val-de-Seine. Si on en a quelques exemplaires, on pourrait aussi les proposer au public, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Voilà, qui est un premier document de valorisation de notre territoire qui est très bien fait. Je vais en saluer Nicole Lamotte et les équipes de l'agglomération, et qui a vocation à être diffusé dans tous les lieux publics du territoire, mais également au-delà, dans tous les lieux touristiques du département et des abords. Ensuite, je me propose de vous informer quand même juste que nous avons été obligés de décaler les travaux de la piscine de Brunoy compte tenu d'un appel d'offres infructueux que nous avons relancé, que si tout se passe bien, les travaux pourront débuter à la fin du mois de septembre au début du mois d'octobre, et par conséquent, nous avons décidé de maintenir la piscine de Brunoy ouverte pendant l'été, que les travaux des conservatoires de Montgeron et de Draveil avancent correctement, et donc le début des travaux est prévu pour début 2020, et vous dire que les travaux de la maison de l'environnement doivent débuter au mois de septembre. Je termine peut-être par un dernier point qui concerne notre ordre du jour, pour vous dire que le point numéro 6, relatif au siège de la communauté d'agglomération du Val-d'Ar-Val-de-Seine, sera présenté à la prochaine séance, pour une raison simple, c'est que nous avons fait le choix hier pour implanter le centre, le futur siège de l'agglomération. Vous savez qu'il y avait plusieurs villes qui étaient candidates pour accueillir ce siège. Le choix s'est porté sur la commune d'Hyères, dans des locaux dont la ville est propriétaire au niveau de Lacan. Qu'en revanche, ce choix est intervenu il y a quelques semaines seulement, et qu'il nous fallait rédiger le contrat de bail, et que ce contrat de bail n'est pas passé en commission lors de la commission des finances, notamment la semaine dernière, et donc par respect pour tous les membres du conseil communautaire, il a été décidé de le présenter à la prochaine réunion du conseil communautaire, ce qui ne change évidemment en rien la finalité de l'opération et le choix réalisé. Simplement, on risque, voilà, d'ailleurs c'est quelque chose qui est attendu des services, et que je me permettrai, si vous en êtes d'accord, quand même d'annoncer aux agents demain, lors de la garden party, qui est un élément que j'ai oublié de vous signaler, demain à midi, vous êtes tous conviés évidemment, à la garden party du personnel qui se tient au siège de Draveil. Je vous propose de passer sans plus tarder au premier point de l'ordre du jour, qui consiste tout simplement à non, d'abord, excusez-moi, il faut qu'on désigne un secrétaire de séance.
Ouais, qui veut être secrétaire de séance? Allez. Gérard, il y a Non, non. Gérard Boutier qui sait lire et écrire. Donc, merci Gérard. Y a-t-il des oppositions à ce que Gérard soit notre secrétaire de séance? Il n'y en a pas. Félicitations. Il nous faut ensuite approuver le compte rendu, le procès-verbal du Conseil communautaire du 15 avril. Pas de difficultés, pas de remarques. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Nous avons ensuite le compte rendu des décisions prises depuis le dernier Conseil communautaire du 15 avril. Je vous ai transmis les documents. Y a-t-il des remarques sur ces décisions? Des interventions? Je n'en vois pas. Nous allons donc passer au premier point de l'ordre du jour, à savoir l'installation d'un conseiller communautaire, et vous signalez, puisqu'il est absent, et donc je l'apprends en même temps, et on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Vous indiquez que j'ai été informé par Nicolas Dupont-Aignan de sa démission du conseil communautaire, et par conséquent, je crois que vous en avez informé d'ailleurs lors du dernier conseil communautaire, mais la ville d'hier n'avait pas encore désigné son nouveau conseiller communautaire, la personnalité de Michel Rousseau, qui est donc membre de notre assemblée, mais qui, je l'espère, pourra être des nôtres lors de notre prochaine séance. Et donc, il est officiellement installé puisqu'il est membre de notre assemblée. Je passe sans plus tarder la parole à Christine Garnier pour le point numéro 2 concernant une politique de santé pour notre agglomération. Délibération importante. Merci Monsieur le Président, bonsoir Mesdames et Messieurs. Donc effectivement, par l'intermédiaire des contrats de ville en vigueur au sein de la cohésion sociale, la communauté d'agglomération anime la thématique santé, avec notamment la mise en œuvre d'un contrat local de santé qui a été signé en 2018 par les différents partenaires compétents, dont l'ARS 91. Je vous dire qu'à travers cette délibération que je vous propose, c'est une volonté de la communauté d'agglomération de développer une véritable politique communautaire en matière de santé, très novatrice à l'échelle intercommunale dans le 91 et qui viendrait en complément des différentes actions qui sont entreprises au niveau des communes et au niveau du conseil départemental. Donc, pour déterminer, identifier différents marqueurs territoriaux sur notre communauté, nous avons fait un diagnostic territorial qui a été réalisé sur la période 2017-2018. Premier marqueur, ce sont les indicateurs socio-territoriaux de santé fragile. Donc, pour vous signaler que 6 communes ont un indice de développement humain, ce que l'on appelle l'IDH2, en dessous de la moyenne départementale, puisque pour le département, elle est de 0,59, et vous avez donc Boussy-Saint-Antoine à 0,55, Rhône 0,57, Épinay-sous-Sénard 0,43, Montgeron 0,57, Quincy-sous-Sénard 0,50 et Vigneux 0,44. Le deuxième marqueur, c'est une désertification médicale en cours. On l'a évoqué un petit peu, on l'évoque dans tous les journaux. Donc nous avons sur notre territoire 536 médecins inscrits en activité régulière, dont 46 retraités qui ont fait le choix de garder une activité avec une moyenne d'âge de médecins de 60,05 ans sur la communauté d'agglomération. Mais surtout, ce qu'il faut signaler, c'est la densité médicale des généralistes, qui est très alarmante sur notre territoire, puisqu'elle est sur l'ensemble de nos communes de 9,65 pour 10 000 habitants, alors que au niveau national, cette densité est de 29,2 médecins pour 10 000 habitants. Donc il nous a paru nécessaire d'agir à l'échelle de notre communauté en proposant un cadre d'intervention sur 3 axes. Une coordination et des développements d'actions de prévention et de promotion de la santé. Donc c'est valoriser le guide de la santé, valoriser un guide de la santé, organiser un événement Octobre Rose en se rattachant avec les actions qui sont entreprises sur les différentes villes de notre territoire, et aussi un partenariat avec les hôpitaux et les facultés de médecine.
Et ensuite, le deuxième point, c'est un accompagnement à l'installation professionnelle de santé qui se traduit financièrement par une action concrète de notre communauté d'agglomération, tant en fonctionnement qu'en investissement, et dont vous avez eu le détail dans la note. Et le troisième point est un renforcement des relations entre les professionnels du territoire, afin de créer, sous l'impulsion de notre communauté, une communauté professionnelle intercommunale de santé, ce qu'on appelle le CPTS, dont le but est d'assurer une meilleure coordination des parcours de santé des habitants et qui deviendra obligatoire dès 2020. Donc je vous propose ce soir de retenir 5 possibilités de soutien parmi celles qui sont la prise en charge des frais liés à l'activité des soins. Alors ça, qui peut être valable dans le cadre d'un groupe, c'est-à-dire une maison de santé. Donc cette partie-là, c'est au niveau investissement. Donc soit des travaux d'investissement qui sont liés donc soit à une construction, à une réhabilitation d'un bâtiment, ou des travaux d'aménagement intérieur d'un bâtiment, peinture, sol, sachant que pour les montants, pour cette prise en charge, 50% du solde de la dépense après déduction des aides accordées par l'ARS et la région, un plafond de 50 000 € par porteur de projet, et on limiterait à 2 projets par an, ce qui ferait un investissement de 100 000 € par an. Pour les équipements médicaux, le deuxième point qui permet un développement et renforcer les fonctions de structure de soins, la même condition, 50% du solde de la dépense après déduction des aides accordées par l'ARS et la région, un plafond de 35 000 € par porteur de projet, dans la limite de 2 projets par an, ce qui ferait en investissement 70 000 € par an. Ensuite, au niveau demande individuelle, on vous propose deux choses. Un versement d'une prime d'installation qui est pour les médecins, des généralistes ou des spécialistes qui seraient diplômés depuis moins de 5 ans et s'installant sur le territoire, alors avec une prime de 20 000 € sur 2 ans. Cette somme sera versée en 2 fois, la première lors de l'installation et la deuxième l'année suivante, et une majoration de 10% qui serait versée lors d'une installation au QPV, quartier politique de la ville, ou quartier vécu, également versée en 2 fois. Ceci dans la limite de 5 médecins par an, donc soit 50 000 et 75 000 € par an en fonction du territoire d'installation. Cette prime d'installation rentre en fonctionnement. Deuxième point qui rentrerait en fonctionnement, c'est le versement d'une prime d'exercice forfaitaire, une prime donc qui serait pour les médecins généralistes ou spécialistes diplômés depuis moins de 5 ans, s'installant dans un QPV ou dans un quartier vécu, et qui permet de garantir un niveau d'honoraire minimum, donc une prime de 10 000 € par an sur 5 ans, dans la limite de 5 médecins par an, soit 50 000 € par an, toujours, je vous l'ai dit, en fonctionnement. En fonctionnement aussi, on propose la mise à disposition de locaux qui seraient destinés à l'activité professionnelle, soit pour individuels, soit pour groupe. Là, c'est un lien avec des bourses de locaux qui seraient gérées par le développement économique et accompagner les différentes communes de la communauté d'agglomération dans cette démarche. Et le 5e point, c'est la mise à disposition d'un logement pour les médecins, toute forme de pratique bien entendu. Et là, c'est mobiliser les bailleurs, les communes et l'agglomération pour proposer des logements aux professionnels exerçant sur notre communauté d'agglomération. Le mode de sélection qui serait proposé, c'est de déposer un dossier de candidature qui préciserait notamment le lieu d'implantation et l'aide sollicitée, un règlement d'intervention qui précisera les modalités et les conditions d'éligibilité, une organisation d'une session d'arbitrage dans le cadre de la commission cohésion sociale et politique de la ville. La décision d'octroi de la subvention allouée aux bénéficiaires fera l'objet soit d'une décision du président, soit d'une délibération du conseil communautaire, et bien entendu une signature d'une convention qui précisera notamment les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées et les conditions dans lesquelles les aides prennent fin en cas de non-respect de ces engagements. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est de valider le cadre d'intervention de notre communauté d'agglomération en matière de santé
et d'autoriser notre président pour toute signature. Merci, délibération évidemment extrêmement importante compte tenu des enjeux, et je ne crois pas l'avoir entendu dans la bouche du rapporteur, mais nous sommes la première agglomération de l'Essonne à voter ce dispositif. Du coup, je termine ma... Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur Cana. Ouais, c'est une intervention d'ordre général. Je suis d'accord avec le constat qui est fait sur les difficultés en matière de santé au sein de notre agglomération. Mais je trouve que les réponses qui sont données, notamment en matière de médecine libérale, alors qu'il y a des besoins importants en matière de médecine publique et par rapport aux maisons de santé, sont disproportionnées, et je crains que le dispositif que vous mettiez en place ait pour conséquence un jour, bien que vous l'ayez limité par un nombre d'interventions, mais à un moment donné, il y a aussi l'égalité des différents médecins par rapport à des subventions de ce type, l'égalité de traitement, donc ça peut entraîner des contentieux. Mais donc je crains que ce dispositif, s'il avait trop de succès, ce que bien sûr on peut par ailleurs souhaiter, dans les limites financières que vous donnez, entraîne l'agglomération dans des difficultés. Donc en ce qui me concerne, je m'abstiendrai. Merci. D'autres interventions? Non. Christine, est-ce que tu souhaites un micro peut-être? Monsieur Ganin, je pense que vous, c'est effectivement, on peut penser qu'effectivement on ait du succès, et on l'espère, parce que ce qu'on veut absolument, c'est faire venir sur notre territoire, qui est très attractif pour de multiples raisons, mais faire venir des médecins, puisque, comme vous le savez, nos généralistes viennent à disparaître, quelles que soient les villes d'ailleurs. Donc c'est essayer de mobiliser des jeunes pour qu'ils viennent sur notre territoire, mais on a effectivement fixé un budget, et si vous voulez, ça passera en commission, ça sera bien délimité, et donc on n'ira pas au-delà de ce que l'on a fixé cette année, parce que de toute façon, il faut aussi voir le retour que l'on en aura. Est-ce que effectivement ça va fonctionner? Est-ce qu'on aura plus de demandes en quartier politique de la ville ou pas? Voilà, donc l'idée c'est vraiment de lancer une politique au niveau de la santé, et de faire un bilan très rapidement pour déterminer ce qui est bien et ce qui n'est pas, ce qui est à revoir dans notre projet. Monsieur Canin. Merci pour votre réponse. Et simplement, je pense que la tendance actuelle, c'est le salariat pour les métiers de santé, et que là, je dirais, on prend des mesures qui relèvent d'un monde un peu ancien sur la médecine libérale. Tu veux répondre sur le sujet ou je réponds? Oui, alors, en fait, j'ai travaillé à 2 titres sur ce sujet-là en tant que président de département et président de l'agglomération. Le sujet est complexe, et j'écoute avec beaucoup de respect évidemment ce que vous dites, parce qu'on n'est pas sûr de réussir. Simplement, il faut qu'on discute beaucoup avec les différents acteurs, et qu'on soit capable d'essayer de trouver des outils complémentaires et qui soient intelligents. La délibération qui est présentée aujourd'hui a été travaillée avec le comité territorial de santé, avec l'ARS, le département évidemment, qui accueille favorablement les propositions d'agglomération, parce qu'elles sont complémentaires aussi des autres dispositifs. C'est vrai que la question du salariat est une question qui se pose, mais plutôt et qui est liée notamment au nouveau profil. La désertification médicale est aussi liée au changement des médecins. Avant, c'était principalement des hommes qui travaillaient un nombre d'heures incalculable. Aujourd'hui, il y a une féminisation de la profession qui entraîne une diminution de l'offre de soins, puisque les femmes médecins
consacrent une partie de leurs activités à d'autres choses, notamment on peut imaginer à leur famille, et du coup réduisent l'offre de soins et sont dans des logiques de salariat plus que les hommes. Ceci dit, à l'échelle de la région Île-de-France, c'est quelque chose qui est assez vrai ce que vous dites en province. En Île-de-France, l'enjeu, et j'ai revu là, depuis la semaine dernière le président de l'association, enfin, des internes sur le sujet, il me dit le sujet pour vous, c'est pas le salariat, c'est le logement. Il faut que vous réussissiez, il faut que vous fassiez du marketing territorial. On ne vient pas en Essonne ou dans le Val de Seine naturellement. Et derrière, au-delà des conditions d'accueil et des équipements des services publics, il faut que vous favorisiez, avant qu'ils deviennent vraiment médecins, c'est-à-dire quand ils sont en formation, la venue avec des médecins qui prennent sous leur aile et qui forment les internes. Et ça, ce sont les bourses qui ont été votées par le département. Et ensuite, les démarches immobilières qui sont importantes pour notre territoire parce que l'immobilier est plus cher qu'ailleurs en Île-de-France et par conséquent, lorsqu'il y a concurrence, ils peuvent aller plus facilement dans des endroits où l'immobilier est moins cher. D'où l'importance pour nous d'agir sur leur immobilier propre et sur leur logement privé. Mais on en fera le bilan. Merci en tout cas. Avant de passer au vote, ce que je vous propose peut-être, c'est d'intégrer, il y a une petite erreur rédactionnelle dans le... Je vais la noter puisqu'on a... Dans votre note que vous avez eue pour le conseil communautaire, pages 10 et 11, vous avez la fin du paragraphe sur les aides qui ne doit pas être là parce que quand on a commencé à travailler, on pensait travailler uniquement sur les maisons de santé et dans les quartiers politiques de la ville. Et on a évolué, on a travaillé et on a vu en réunion de maires et au niveau de la commission aussi, donc ce point n'a plus lieu d'être puisqu'il a été décidé que ces aides seraient sur tout le territoire en mettant des bonus pour les quartiers politiques de la ville et les quartiers vécus. Très bien. Donc peut-être sur l'amendement qui est présenté par le vice-président, y a-t-il des voix contre des amendements? Il n'y en a pas. Sur la délibération proprement dite, des voix contre, des amendements, des abstentions. 3 abstentions. Je vous remercie. Nous passons à la délibération suivante qui est extrêmement importante également et qui est nouvelle, puisqu'il s'agit d'adopter la stratégie et notre politique en faveur de l'emploi. Et donc je donne la parole à Georges Pujals. Je ne sais pas s'il est écouté, oui, qui va peut-être... Merci Monsieur le Président, bonsoir mes chers collègues. En effet, vous l'avez dit, Président, délibération importante comme la précédente, puisque c'est une première non seulement à l'échelle de l'agglomération, mais plus largement à l'échelle du département, avec cette nouvelle politique de l'emploi qui vous est proposée au vote ce soir. Politique de l'emploi qui a fait l'objet de plus d'1 an et demi de travaux avec les services, donc que je souhaite remercier et féliciter ce soir, avec une politique, vous le verrez, qui pour moi présente 3 caractéristiques. Elle est à la fois ambitieuse, elle est innovante sur certains aspects, et elle est volontariste, vous le verrez, avec des propositions assez volontaires et assez nouvelles. Alors, en tout cas, qui montre la mobilisation de vos élus de l'agglomération Val-d'Hier-Val de Seine. Tout d'abord, pour commencer, parce qu'il faut partir d'un diagnostic local, d'éléments factuels sur l'emploi sur le territoire, dont je vous ai présenté quelques éléments importants qui déterminent les actions qui sont mises en place dans le cadre de cette nouvelle politique de l'emploi. Premier élément, tout d'abord, c'est, tout le monde, en tout cas beaucoup de monde le sait, au niveau de l'agglomération, nous avons un nombre d'emplois, un ratio d'emplois qui est le plus faible du département, 0,40, là où par exemple la moyenne essonnienne est de 0,78, Paris-Saclay est quasiment à 1 point, ou encore même Grand Paris Sud à 0,83. Ça veut dire quoi? Et concrètement et simplement, ça veut dire que pour 100 actifs qui habitent le territoire, nous avons
40 emplois à leur proposer, ce qui est donc très peu. Et la conséquence de cela, que j'ai indiqué, c'est que nous sommes l'agglomération Val-d'Isère-Val de Seine et donc une réserve, ou plutôt un réservoir de main-d'œuvre pour les bassins économiques alentours. Ce qui veut dire que c'est le chiffre suivant, 73% de nos actifs vont travailler hors du territoire et donc notamment prennent la voiture ou les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail tous les jours. Alors je ne vais pas détailler les lieux de travail, mais vous avez Paris bien évidemment, vous avez Orly-Rungis, vous avez également la zone d'Évry, Corbeil, Sénart-Lieusaint, et vous avez donc La Défense ou encore Créteil. Donc ça c'est le premier point important, nous avons un ratio d'emploi qui est le plus faible du département de l'Essonne. Deuxième point, 62% des emplois locaux sont occupés par des résidents, ce qui est plutôt une bonne chose. Or, lorsqu'on regarde plus finement les chiffres, on constate que ces emplois sont pour l'essentiel des emplois d'employés ou encore d'ouvriers. Donc peu d'emplois qualifiés à l'échelle du territoire de l'agglomération. Et ça rejoint le deuxième point, à savoir que nous avons un déficit d'emploi pour les cadres et pour les professions intellectuelles supérieures. Donc ça, c'est un élément négatif, et nous avons un écart de 5 points par rapport à la région Île-de-France en ce domaine. Autre facteur inquiétant, lorsqu'on regarde en tendance, on observe que la population active augmente moins rapidement que la population globale, ce qui n'est pas forcément une bonne chose en termes de dynamique économique et de l'emploi, et surtout, la population en âge de travailler qui a moins de 45 ans est sous-représentée à l'échelle de l'agglomération par rapport aux chiffres du département. A l'inverse, donc ça c'est un point négatif, c'est-à-dire qu'on a du mal, en tout cas, à attirer ou à faire travailler les jeunes actifs. En revanche, et ça ne vous étonnera pas également, nous avons un pourcentage de retraités, en revanche, qui est plus élevé que sur les agglomérations du territoire essonnien. Nous sommes essentiellement, principalement, un territoire résidentiel et pas forcément aujourd'hui un territoire de développement économique. Ça se reflète dans ces chiffres. Là, on a eu des chiffres assez généraux par rapport à l'emploi sur le territoire. Maintenant, si on regarde par rapport aux demandeurs d'emploi du territoire, c'est-à-dire les chômeurs, on a un taux de chômage de l'agglomération qui est à peu près le même que celui au niveau de la moyenne nationale. 8,8% de chômeurs, là au niveau national, nous sommes à 8,7%. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que nous sommes un point au-dessus de la moyenne régionale et surtout nous sommes 2 points au-dessus de la moyenne du département qui est à 6,8%. Donc concrètement, on n'est pas de bons élèves, on est plutôt des mauvais élèves en termes de chômage et de traitement du retour à l'emploi, de réinsertion professionnelle. Autre élément qu'on peut donner, c'est que les jeunes, mais ça c'est pas propre à notre territoire, c'est à peu près partout pareil, mais je redonne les chiffres, les jeunes et les seniors sont en première ligne en matière de chômage. À savoir que vous avez 24% des plus de 50 ans qui sont au chômage aujourd'hui, et vous avez de la même manière 17% des moins de 26 ans qui sont au chômage, là où la moyenne départementale est à 19%. Et dans des villes, par exemple comme Épinay ou Vigneux, vous avez même quasiment un quart des jeunes qui sont au chômage, donc on est encore supérieur à la moyenne de l'agglomération. Autre élément qu'on reverra tout à l'heure dans les actions portées par l'agglomération, c'est-à-dire qu'on a des chômeurs qui bien souvent, et malheureusement, sont très éloignés de l'emploi, puisque, comme vous le constatez, 36% des chômeurs sont de longue durée sur le territoire, c'est-à-dire inscrits au chômage depuis plus d'1 an. Et nous avons même 17% qui sont chômeurs de très longue durée, donc inscrits depuis plus de 2 ans. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que cette part des chômeurs de longue durée ne cesse de progresser au niveau depuis 10 ans, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas justement à réduire la part des chômeurs de longue durée. Ensuite, quand on regarde la qualification et le diplôme
des demandeurs d'emploi. Également, chose intéressante, on voit que 58% des demandeurs d'emploi ont un niveau bac ou inférieur au bac, et nous avons 41% du public des maisons d'emploi qui sont sans qualification. Donc il y a un véritable problème de formation et de qualification qu'il faut régler par cette nouvelle politique de l'emploi que nous allons mettre en œuvre. Et enfin, là je vous ai donné ce chiffre parce qu'il est intéressant, c'est depuis un an, donc depuis, on va dire, depuis 2017, on constate une augmentation du chômage des cadres sur le territoire et également du chômage de ceux qui ont une formation de niveau Bac+2 au-delà, ce qui est un phénomène nouveau qu'on ne constatait pas jusqu'à présent. Donc ça veut dire qu'il faut voir si cela se poursuit, ça devient une tendance forte, mais en tout cas, ça sera à traiter si tel était le cas. Alors, une fois que je vous ai dit ça et qu'on a fait ce diagnostic en matière d'emploi du territoire, eh bien cela a alimenté la nouvelle politique d'emploi que nous avons et que nous avons déjà mis en œuvre, puisque des actions concrètes ont déjà été engagées, sont en cours ou vont l'être dans les mois qui viennent. Alors, cette politique de l'emploi, tout d'abord, elle va affirmer et elle va conforter les structures d'emploi qui existent sur le territoire, à savoir les maisons d'emploi et la convention que nous avons passée et renouvelée l'an dernier avec la mission locale Valdière-Val-de-Seine. Quelques éléments en la matière sur cette carte. Vous voyez que le maillage territorial en matière d'emploi, nous avons 6 maisons d'emploi qui couvrent les 9 communes de l'agglomération. Alors, vous avez Épinay, vous avez bien sûr Brunois, vous avez Hyères-Crône, vous avez également Montgeron avec des travaux en cours, puisqu'aujourd'hui, la mission locale est séparée de la maison d'emploi, mais probablement début 2020, donc elles seront rassemblées. Vous avez également Draveil et vous avez Vigneux-sur-Seine avec une maison d'emploi. Donc 6 maisons de l'emploi sur le territoire qui accueillent bien souvent les antennes de la mission locale. Quelques chiffres sur les maisons d'emploi. Je ne vais pas revenir. Les maisons d'emploi s'occupent de l'insertion professionnelle et de la formation d'un public âgé de plus de 26 ans. Ensuite, vous avez 18 agents qui travaillent dans nos maisons d'emploi, dont 12 sont des conseillers en insertion professionnelle. Et vous avez également 6 responsables de structure. Ça a été mis en place depuis le 1er octobre 2018. Quelques chiffres également intéressants par rapport à l'activité de nos maisons d'emploi. 13 000 visiteurs en 2018, à peu près 1600 demandeurs d'emploi qui sont suivis régulièrement, c'est important, par un conseiller. Et un chiffre en forte progression, 57% de placements, soit par un emploi, CDI, CDD, soit pour une formation par rapport au public qui est suivi sur l'année 2018. Sur les missions locales, j'irai plus rapidement. Nous avons également 6 missions de locales, 15 agents mis à disposition par l'intercommunalité, plus un agent associatif pour le secteur Quincy-Boussy. Donc 12 conseillers en insertion professionnelle qui travaillent non seulement sur l'insertion professionnelle des moins de 26 ans, mais c'est la différence par rapport aux maisons d'emploi, sur également l'accession au logement, l'accession au transport, aussi la partie sociale par rapport aux jeunes qui sont traités et abordés dans le cadre des missions locales. Donc le premier axe, le premier objectif, c'est on conforte les structures existantes à l'échelle du territoire. Deuxième objectif, c'est à partir des chiffres et du diagnostic que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est de pouvoir, à ce moment-là, apporter des réponses concrètes afin justement de pouvoir répondre à la situation locale de l'emploi et de permettre au plus grand nombre de chômeurs de retrouver un travail à court terme, à court et moyen terme. Et alors, cela, d'un point de vue opérationnel, se traduit par la délibération cadre qui vous est proposée ce soir, où vous avez 3 axes stratégiques qui sont définis
et qui sont déclinées en 12 fiches actions par rapport à ces axes. Là, je vais aller plus rapidement parce que vous avez tous les éléments dans les documents qui vous ont été envoyés. J'ai souhaité insister sur 4 fiches actions parmi les 12 qui me semblent particulièrement importantes et intéressantes. La première concerne l'axe 1, qui est de développer les savoir-faire de nos services. Donc service de l'emploi, bien évidemment, et à commencer par ce service. Alors nous allons mettre en place des ateliers à la fois numériques, parce que le fait de ne pas maîtriser le digital ou le numérique est aujourd'hui un frein majeur pour pouvoir accéder à l'emploi. Donc 8 heures vont être proposées sur un mois par 6 demandeurs d'emploi, tout d'abord à Draveil, et ensuite à partir de fin 2019 à Épinay et à Montgeron début 2020. Deuxième atelier, c'est notamment dans les QPV, on a un problème de maîtrise bien souvent de la langue française. Donc on va mettre en place des ateliers d'alphabétisation pour favoriser l'insertion professionnelle de ce public qui ne maîtrise pas ou qui ne maîtrise pas bien la langue française. 4 heures par semaine pendant 3 mois pour 6 demandeurs d'emploi à Draveil, Montgeron et Vigneux sont concernés. Enfin, un élément aussi nouveau qui n'existait pas, on va mettre en place des ateliers de sensibilisation et d'information des demandeurs d'emploi par rapport aux secteurs qui recrutent. Quels sont aujourd'hui les secteurs qui recrutent et qui ne trouvent pas forcément les demandeurs d'emploi en face. Donc on va mettre en place ces ateliers qui vont démarrer fin 2019 en partenariat avec Pôle emploi, la CAF et les maisons des solidarités. Axe 2, renforcer les partenariats. Au-delà donc de travailler sur les savoir-faire en interne, on renforce également les partenariats avec les acteurs qui sont déjà présents sur le territoire. Et là, j'insiste sur la fiche action numéro 6, qui est de renforcer les complémentarités avec Pôle emploi. 3 éléments, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, ce qui n'était pas le cas avant, nous avons un référent dans chaque Pôle emploi, celui de Brunois, celui de Juvisy également pour Draveil et Vigneux. Donc on a un interlocuteur qui est là pour répondre aux questions, aux problématiques qui sont soulevées au quotidien par les demandeurs d'emploi. Ensuite, nous avons une co-élaboration et une participation systématique de Pôle emploi aux événements de l'emploi organisés à l'échelle du territoire. Et bien évidemment, 2 fois par an, nous organisons les rendez-vous de l'emploi qui, notamment le dernier à Quincy, a été un grand succès. Ensuite, il y en a bien d'autres, mais autre point, depuis maintenant à peu près 6 mois, depuis la signature de la convention en juin dernier, nous avons également tous les trimestres la météo de l'emploi qui est envoyée par Pôle emploi aux différentes villes de l'agglomération pour avoir une situation précise et évolutive en matière d'emploi à l'échelle du territoire. Axe 3, et là j'ai développé, donc créer une offre locale en faveur de l'emploi, donc créer de l'emploi au niveau local pour favoriser l'insertion. Et là j'ai retenu 2 fiches actions. La première, on y travaille maintenant depuis plus d'1 an, c'est de créer un centre de formation d'apprentis, un CFA à l'échelle du territoire. Les travaux sont en cours avec notamment les acteurs locaux pour justement identifier dans 5 secteurs que nous avons retenus, enfin 4, excusez-moi, quels sont les besoins en termes de formation des acteurs du territoire. Ces 4 secteurs sont le secteur de la santé, le secteur des transports, le secteur de l'environnement et du développement durable, et le 4e secteur est celui également du tourisme et des loisirs, qui sont des secteurs qui caractérisent notre territoire avec des entreprises fortement implantées. Et nous travaillons non seulement avec les acteurs locaux, mais nous travaillons également à cette offre de formation avec la faculté des métiers et le CFA EVE de l'université d'Evry, donc l'université du territoire. Enfin, dernière fiche action que je souhaite vous présenter ce soir, parce que c'est une fiche action innovante, où l'agglomération Val-d'Hier-Val de Seine va être la première
à expérimenter l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une particularité, c'est une problématique forte du territoire qui est le nôtre. Aujourd'hui, nous avons adhéré en février dernier à ce dispositif qui va nous permettre de pouvoir bénéficier de la seconde phase expérimentale qui devrait débuter avant la fin de l'année. Aujourd'hui, nous sommes dans l'élaboration du diagnostic du territoire, c'est-à-dire retenir quels sont les territoires où sont présents, ou les plus présents, les chômeurs de longue durée. Ensuite, faire une démarche auprès des chômeurs de longue durée qui seraient volontaires à intégrer le dispositif. Et ensuite, c'est retenir quels sont les acteurs locaux avec lesquels nous allons travailler sur ces offres d'emploi à destination des chômeurs de longue durée du territoire. Donc nous sommes vraiment au tout début, mais le point important, c'est que nous sommes une agglomération pionnière et nous sommes la première à développer, à nous inscrire dans ce dispositif innovant à l'échelle du département de l'Essonne. Voilà Président, ce que je voulais dire en essayant d'être le plus synthétique possible sur un sujet complexe, sur un sujet passionnant. Et donc, je suis disposé et disponible pour répondre à vos questions. Et sur un sujet important, y a-t-il des interventions sur cette délibération? Je vous précise juste avant que vous preniez la parole que le RERD vient d'être débloqué après 2h30 d'arrêt. Il y a à nouveau un accident sur personne à Maison-Alfort. Donc certains de nos collègues vont peut-être pouvoir nous rejoindre. Christophe Carrère. Et c'est M. Praval qui voulait. On avait fait passer un amendement, je ne sais pas si vous l'avez vu, concernant ce point. On proposait... Vous l'avez vu, M. Jacques, ou pas? Non. Je voulais intervenir, oui. On proposait juste qu'on puisse mettre en place une possibilité de portage pour aider les entreprises à s'installer plus facilement sur le territoire. Il nous semblait que dans le dispositif, ça pouvait être intéressant que l'AGLO puisse assurer le portage financier et foncier éventuellement pour anticiper, y compris l'impact des mutations économiques et favoriser donc ainsi l'implantation des entreprises. Monsieur Praval. Oui, merci. Je voudrais insister particulièrement sur l'aspect formation professionnelle et éducation. J'ai en tête le titre d'un article qui est paru dans les Échos il y a quelques semaines, et ce titre c'était que l'éducation et l'urbanisme sont les deux échecs frères de notre situation socio-économique. Autrement dit, en faisant une très grosse caricature, et je m'en excuse, on a construit des bars pour loger des chômeurs. Et c'était ça qui était le drame. Et quand on regarde réellement ce qui se passe sur notre communauté d'agglomération, nous n'avons aucun campus de formation de la faculté des métiers de l'Essonne à l'est de la Seine. Ils sont tous à Évry, à Palaiseau ou autre part. Nous n'avons aucun campus de formation d'apprentis de la faculté des métiers de l'Essonne à l'est de la Seine. Comme le dit très justement Laurent Munro, le président de la CMA, pas d'apprentis, plus d'entreprises, puisque plus de 50% de la succession des entreprises se fait par les apprentis. Et donc nous avons non seulement un déficit d'emplois qualifiés parce que nous n'avons pas d'apprentis, mais nous avons aussi un risque considérable de perte d'emplois et d'entreprises associés à cela. Et donc, toute politique de l'emploi doit particulièrement insister sur la mise en évidence, la mise en valeur, la mise en exergue d'une politique de formation et notamment de formation professionnelle. C'est le point sur lequel je voudrais insister. Je suis tout à fait prêt, auprès des services qui travaillent, à apporter cette compétence ou cette sensibilité-là. Merci. Romain Collat souhaitait intervenir. Oui, très rapidement, Monsieur le Président, parce que je vais rebondir sur ce qu'évoquait M. Carrère à l'instant. On débat aujourd'hui d'une politique de l'emploi qui est intimement liée à la question du développement économique et aussi à celle du foncier et de l'aménagement. Et
je suis évidemment satisfait du travail qui a pu être conduit par les services, par le vice-président, pour que nous nous dotions d'orientation politique, notamment à l'égard de nos personnels dans nos maisons de l'emploi, que nous donnions aussi une feuille de route sans doute plus précise qu'elle ne le fut à la mission locale. Mais il ne faut pas que nous nous arrêtions là. Et il faut aussi que nous nous battions pour préserver l'emploi qui existe déjà sur le territoire suffisamment, ça vient d'être rappelé par Georges Pujals. Et donc moi je plaide, on l'évoquera très rapidement au moment de la délibération portant sur la convention avec l'établissement public foncier régional, mais pour que nous ayons une vigilance particulière, et plus qu'une vigilance particulière, que nous soyons proactifs sur la question de nos zones d'activité économique et sur la question plus large du foncier économique. D'autant plus que j'ai de grandes inquiétudes lorsque j'entends parler d'un certain nombre de projets qui concerneraient des mutations à venir sur des zones d'activité du territoire. Merci Georges Pujals peut-être, et puis je compléterai si besoin. Moi qui ai d'autres interventions, je n'ai pas vu de demande de prise de parole. Alors, juste pour répondre à M. Fraval, alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. La preuve, c'est que dans l'action numéro 10 qui vous est proposée, c'est justement de créer un CFA sur le territoire, parce qu'il n'en existe pas aujourd'hui. Et on a bien vu donc les manques en termes de formation professionnelle, avec les conséquences que ça peut avoir. Et donc, nous avons engagé ce travail. Ça prendra un peu de temps. On rencontre tous les acteurs des secteurs que nous avons identifiés. Et je pense qu'on sera en mesure, sur 2020, de pouvoir ouvrir sur le territoire, en partenariat avec les deux acteurs que je vous ai indiqués, donc la Faculté des métiers ou le CFA à Ève, une structure de formation, d'apprentissage sur le territoire, ce qui sera une très bonne chose, puisqu'on n'en a pas aujourd'hui dans ce secteur de l'Essonne. Donc on est sur la même longueur d'onde, et c'est pourquoi on a proposé cela dans la politique de l'emploi. Par rapport à M. Carrère, alors l'amendement est arrivé tardivement, néanmoins c'est plus un élément qui concerne la politique de développement économique. Politique de développement économique, je travaille également actuellement avec les services, avec Essonne Développement, une étude qui vous sera présentée avant la fin de l'année est en cours, vous verrez, où un travail approfondi est fait sur les actions de développement économique du territoire, sur notamment les zones d'activité économique de chaque commune, où un travail très fin d'analyse avec les forces faiblesses est en train d'être réalisé. Et vous verrez qu'à ce moment-là, nous pourrons intégrer l'amendement que vous avez évoqué. Très bien, du coup je n'ai rien à rajouter, puisque Georges a répondu à tous. Je me permettrai juste de dire, et en off, parce que j'ai vu qu'il y avait des médias dans la salle, mais qu'on a aujourd'hui un accord de principe des deux acteurs de formation du département pour venir sur le Val-Garbet de Seine. La question, c'est de savoir sur quel secteur ils viennent, parce qu'il faut que l'apprentissage sur le territoire corresponde également à notre tissu économique, et c'est tout le travail qui est réalisé aujourd'hui, les groupes de travail auxquels Georges faisait référence, mais c'est une très bonne nouvelle pour notre territoire, et c'est la preuve que le travail engagé depuis quelque temps paie. Et voilà, je pense, sans trop m'avancer, pouvoir dire que l'échéance fixée par Georges de 2020 sera tenue. Vous vouliez intervenir une dernière fois? Oui, juste un point, parce que vous m'avez dit que les amendements étaient arrivés un peu tardivement, c'est comme le début de la séance, donc je trouve que c'est plutôt malvenu. C'est pas des amendements extraordinaires, c'est juste à demander à ce qu'ils soient étudiés. J'espère que les autres vont être pris également en compte, et qu'on ne va pas procéder de cette façon-là. Alors, juste M. Carrère, sur la forme, on pourrait, et alors vous étiez vous-même absenté après, c'est vrai que j'ai indiqué, je me suis excusé dans l'ouverture de séance, on avait une conférence des maires avec plusieurs points, et ce qui a duré un petit peu, et j'en suis désolé, on a pour habitude de commencer les conseils communautaires à l'heure. En revanche, c'est vrai que c'est une remarque de forme et juridique, le règlement intérieur prévoit que vous le déposiez 24 heures à l'avance, ce qui n'a pas été le cas, si c'est le règlement intérieur, mais peu importe. Oui, les amendements, pardon. Les questions, c'est à 24 heures avant et les amendements avant la séance. En revanche, sur le fond, vous avez entendu que la proposition qui vous est faite, c'est de pouvoir intégrer votre proposition dans le cadre de la politique du développement économique qui sera présentée. Et donc, je vous suggère qu'on puisse, que vous puissiez retirer cet amendement. Si vous le maintenez, j'en proposais le rejet, mais pour une question de forme plus que pour une question de fond, puisque ça a trait au développement économique. Oui, je préfère sur le principe qu'on le maintienne parce qu'ils sont effectivement arrivés avant le début de la séance.
Et donc par conséquent, vous proposiez à le rejeter, ça ne me dérange pas, mais je souhaitais qu'on le propose. Voilà, dont acte, j'ai entendu ce qui a été dit par M. Pujals, c'est une réponse que je peux parfaitement entendre et comprendre, voilà, mais il me semblait que ça complétait le dispositif, et y compris c'était un signal pour les entrepreneurs. Donc voilà, j'entends que ça fait partie du développement économique et que ce sera traité plus tard, je l'entends parfaitement, et je comprends parfaitement qu'on puisse éventuellement rejeter l'amendement. Et maintenant qu'on l'a... Eh bien, très bien, on le vote. Donc je propose le rejet pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Y a-t-il... on va faire les voix pour. Les voix pour. Non, pour l'amendement. 3 voix. À 4, pardon. L'amendement est donc rejeté, mais comme le vice-président vous l'a indiqué, il sera examiné avec bienveillance lors d'une prochaine séance. Sur la délibération proprement dite, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? La délibération est adoptée à l'unanimité, c'est une très bonne nouvelle et je voudrais remercier et Georges et les services, comme d'ailleurs sur la précédente délibération, je vous aurais noté qu'à l'occasion de ce conseil communautaire, on aborde 2 thématiques extrêmement importantes pour nos concitoyens, l'emploi et la santé, et que nous prenons des mesures concrètes, notamment au travers de la signature, mais ce n'est qu'un élément parmi d'autres, mais on va signer la convention territoire zéro chômeur de longue durée. Nous sommes le premier territoire francilien à nous engager dans cette démarche. Ah, il y a eu Paris, mince, mais Paris n'est pas dans l'Île-de-France. Il y a un phénomène d'extra-territorialité, je crois qu'on était les premiers. Mais je pense en Île-de-France, hors Paris aussi. Allez, autre sujet extrêmement important, je passe la parole à Sylvie Carillon pour la déclaration d'intention de lancement du plan climat, air, énergie territoriale. Merci, Monsieur le Président. Je ne manquerai pas de rappeler à la région qu'elle ne pas s'intégrer à l'Île-de-France, ça ne leur plaît pas beaucoup. Je voulais par cette délibération vous présenter vous proposer le lancement du plan climat, air, énergie PCAET. C'était le projet de territoire a adopté le 9 avril l'engagement d'une démarche de transition énergétique. L'agglomération constitue effectivement un maillon à une bonne échelle pour concrétiser les ambitions définies par la loi de transition énergétique. Ce PSC se caractérise par notamment la réduction de 40% des émissions des gaz à effet de serre en 2030, la réduction de 50% de la consommation énergétique finale en 2050, une réduction de 30% de la consommation de combustibles fossiles en 2030 également. Donc voilà, nous avons toute une liste que vous avez en page 18 et que je vous encourage à lire. Ce PAEC est forcément très ambitieux. Il y a tout un volet qui sera déterminé par des orientations, mais également, bien sûr, nous aurons tout le but de l'étude et de voir comment nous allons décliner ces objectifs sur notre territoire. Parce qu'effectivement, on a des objectifs nationaux. Après, à voir comment nous les déclinons sur le Val d'Isère, Val de Seine. J'en discutais avec mon collègue Gérard Boutier quand nous étions à Orly, voilà 3 jours. Et par exemple, le volet de l'environnement d'Orly, le survol de notre territoire par les avions nous paraît quelque chose à prendre fondamentalement en compte. Préalablement à ce début d'étude, il y aura une concertation qui devrait se dérouler à l'automne, où tous les acteurs, y compris les citoyens, seront invités à participer. Il y aura bien sûr à l'issue un bilan de cette concertation, et c'est à l'issue de cette concertation que nous établirons un cahier des charges et des objectifs et puis surtout à voir comment est-ce qu'on atteint ces objectifs avec un rétro-planning, puisque vous avez vu que nous avons des dates à tenir qui sont là encore très ambitieuses. Voilà.
je suis très contente en tout cas de travailler sur ce projet et j'espère réellement que nous aboutirons à avancer beaucoup plus vite sur la protection de notre environnement. Merci. Peut-être indiquer peut-être avant qu'il y ait le débat qu'on a, si la délibération est adoptée ce soir, il y a déjà une première réunion de lancement qui est prévue la semaine prochaine, le 3 juillet, si ma mémoire est bonne, à Draveil, auquel vous êtes tous conviés. Y a-t-il des interventions? Patrick Bernard. Merci, Monsieur le Président. En fait, c'est une intervention, c'est une proposition à faire, car dans ce domaine, c'est vrai qu'il y a... Je profite justement de ce temps caniculaire pour parler de cette proposition. Lundi, la première organisation mondiale de protection de l'environnement, WWF, a signé un partenariat avec l'agglomération Grand Paris Sud, qui permettra à cette dernière de compter sur l'expertise de WWF par la construction de son plan climat, air, énergie et de son contrat de transition écologique. Pourquoi cette demande? Cette proposition que je fais à notre agglomération, à l'instar de ce qu'a fait Grand Paris Sud. La très timide stratégie nationale bas carbone proposée en France en 2015 n'a pas dès 2016 été respectée. Donc, on fait des propositions, mais on ne respecte pas dans le concret, ni dans les transports, ni dans les bâtiments. Juste un petit récapitulatif d'une minute, mais qui pose bien le contexte actuel. En 2017, le CO2 est reparti à la hausse, y compris en France. Pour le monde, c'est 41 milliards de tonnes par an. Ce sont des nouveaux records historiques. L'année 2018 révèle une augmentation de l'émission de CO2, alors qu'il faudrait une diminution de 40% dans la prochaine décennie, pour contenir l'élévation de la température à un niveau gérable, qui n'est pas de 1,5, mais qui est de 2, je tiens à le préciser. Donc, sinon l'élévation, si on ne tient pas compte du sérieux de ces propositions, l'élévation sera voisine de 6 degrés à la fin du siècle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que peut représenter l'élévation générale du globe, du réchauffement climatique de 6 degrés, c'est impossible pour l'être humain que ça soit supportable. Ce qui signifie que nous aurons d'ici 10 à 15 ans régulièrement des températures de plus de 50 degrés, donc des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours. Alors cette proposition, pourquoi? Cette proposition parce qu'elle me semble intéressante. Elle est accompagnée par des gens qui œuvrent depuis des décennies dans le domaine de l'environnement, qui ont prouvé leur sérieux, leur capacité. Il y a beaucoup de scientifiques, moi je crois surtout aux scientifiques dans ce domaine-là. Les seuls chiffres que je retiens, ce sont les chiffres des scientifiques et pas ceux d'autres agences qui ne sont pas expertes en environnement. Voilà donc cette proposition à notre Val de Seine, de créer aussi à l'instar, comme je l'ai dit tout à l'heure, de GPS, un partenariat qui puisse nous accompagner dans cette décision, dans cette délibération qui vaut le coup de déclaration d'intention du PCAET. Voilà, je vous remercie. Autre intervention? Je n'en vois pas. Ah, pardon, M. Carrère. Oui, juste un petit mot très rapide. Donc je présume que, si j'ai bien compris, les propositions doivent être formulées dans le cadre de la concertation. C'est ça? Ok, très bien. Est-ce que du coup, j'en ferai par ailleurs, j'avais juste une question sur la mise à disposition du bilan de la concertation qui peut être mis à disposition du public. Est-ce qu'il peut aussi spécifiquement être transmis aux élus? Parce que des fois, il y a des choses qu'on loupe. Voilà, c'est pas pour vous réclamer des trucs, mais c'est qu'à un moment donné, on n'a pas forcément tous les retours et c'est un peu dommageable. Merci. Merci, Sylvie. En réponse Oui, puis à Patrick Bernard peut-être. Oui, écoutez, pour tout vous dire, on avait ce matin à la préfecture un rendez-vous avec Safran qui nous parlait justement exactement de ce plan. Effectivement, il y a des choses à prendre et je pense que ça va être aussi l'objet de l'étude de pouvoir travailler en transversal et regarder ce qui se fait ailleurs. Et prendre des idées. Vous parliez de la concertation, oui, la concertation, mais je pense aussi qu'on peut aller se nourrir au-delà même, et pendant cette concertation, abonder les projets. Voilà, bien sûr. Merci. En tout cas, si on veut aborder cette proposition,
d'une manière plus concrète, j'ai les contacts chez WWF qui a travaillé avec GPS. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons passer au vote sur cette délibération. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Elle est adoptée. Nous avons ensuite, c'est moi qui la présente, la délibération relative à l'extension des compétences de la communauté d'agglomération et la modification des statuts. C'est moi qui la présente. Ah bon, non, mais Donc il s'agit tout simplement de se mettre d'abord en conformité avec la loi, puisqu'au 1er janvier, nous devons exercer 3 compétences nouvelles. Et il vous est proposé, donc, dans la délibération, un certain nombre d'ajustements qui permettent de prendre en charge un certain nombre de compétences qui sont rappelées dans la délibération, et notamment d'indiquer qu'au-delà des compétences obligatoires qui étaient déjà à la charge de l'agglomération, à savoir l'eau, l'assainissement, les eaux usées, ainsi que la gestion des eaux pluviales urbaines, nous proposons d'intégrer, à compter du 1er janvier 2020, l'action sociale d'intérêt communautaire. C'est l'objet de la première délibération. Et la deuxième délibération, nous proposons de définir le caractère communautaire de la compétence action sociale, en précisant qu'il s'agit de l'élaboration des plis des maisons d'emploi existantes à venir, du volet emploi des CUCS, des manifestations consacrées à l'emploi et à la formation professionnelle, j'avais pas vu qu'il y avait autant de tirés, le soutien aux structures d'insertion par l'activité économique, les permanences emploi, toute action nouvelle d'accompagnement des publics en insertion visant à rapprocher de l'emploi, et notamment à ce titre, et la coordination des facilitateurs des clauses d'insertion, la mise en place d'appels à projets communautaires, toute action nouvelle ou dispositif contractuel nouveau relevant de l'insertion économique et sociale, la fonction de veille, d'études et de prospective, les actions de sensibilisation des entreprises dans la lutte contre les discriminations, dans l'accès à l'emploi, ainsi que le rappel des actions qui sont déjà menées sur le territoire des communes du Val-de-Seine, de l'ex-Val-de-Seine, Raveille-Montgeron, Vigneux-sur-Seine, à savoir les 2 centres sociaux et l'espace jeunesse intercommunale. Y a-t-il sur cette délibération des interventions, M. Carrère? Il n'y aura pas d'autres interventions? Je n'en vois pas, M. Carrère, je vous en prie. Bon, juste quand même une observation. Moi, je trouve que ce n'est pas une délibération anodine comme vous nous le faites croire. Il y a quand même un certain nombre de choses importantes, avec des choses qui auraient nécessité peut-être un travail des commissions, ou éventuellement une analyse peut-être un peu plus poussée des différentes commissions pour y faire des propositions. Au-delà de ça, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait être effectivement long, mais je trouve que compte tenu de l'importance du sujet, ça aurait quand même mérité peut-être un débat spécifique. Et en tout état de cause, j'avais une interrogation sur ce qu'était l'action sociale d'intérêt communautaire. Je voulais savoir comment vous définissiez et qu'est-ce que vous mettiez à l'intérieur. Alors, sur le premier point, dont acte, c'est vrai qu'on a parlé en bureau communautaire, et j'entends que vous soutiez un débat plus large. Après, le rôle de l'exécutif, c'est aussi de faire des propositions à l'Assemblée législative que vous êtes. S'agissant de votre deuxième question, c'est justement l'objet de la délibération numéro 2, dont je vous ai listé chacun des points. C'est-à-dire que l'action sociale d'intérêt communautaire est définie par la délibération numéro 2 et toute la liste que je vous ai présentée tout à l'heure. Ok, bon, ceci étant, moi, sur la finalité, je ne vois pas l'empressement qu'on a eu effectivement à voter ça là. On est quand même au mois de juin, c'est pour une mise en place au 1er janvier 2020. Je pense qu'on aurait dû avoir un travail comme ça avait été fait pendant un temps. On avait réfléchi un peu collectivement sur les différentes pistes qui pouvaient être intéressantes. J'aurais pensé que ça aurait pu être intéressant qu'on puisse avoir un échange, toute sensibilité confondue, pour évoquer ce point. Moi, j'aurais souhaité que ça soit décalé un peu plus tard dans le temps. Alors, pour conclure ce débat, vous dire que si nous la présentons aujourd'hui, c'est parce que la prise de compétence est au 1er janvier prochain et que chaque commune doit se prononcer après le conseil communautaire. Donc, si nous avions reporté la délibération à la rentrée, on risquait d'être un peu juste pour la prise de compétence au 1er janvier. Vous avez remarqué qu'on a fait le choix d'être sur une compétence où il n'y a pas de grande transformation par rapport aux compétences exercées par l'agglomération. Pourquoi? Parce que les maires ont estimé qu'il y avait un nouveau mandat qui débutait en mars 2020 et qu'il appartenait aux élus choisis par le suffrage universel en mars 2020 de cranter et d'approfondir potentiellement un certain nombre de compétences dans l'état d'esprit qui est celui que vous avez évoqué tout à l'heure,
C'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on a en débat assez régulièrement, et d'ailleurs on va même travailler avant la fin de ce mandat pour demander à l'administration de préparer un certain nombre de dossiers pour que les futurs élus en mars-avril 2020 disposent d'un certain nombre d'éclairages permettant de faire des choix de prise de compétences ou d'approfondissement d'un certain nombre de compétences. Et donc la période qui est celle de l'automne et des campagnes démocratiques qui va s'ouvrir sera consacrée par l'administration à ce travail pour qu'il y ait le débat après avec les élus. Nous passons au vote. Juste un mot. Oui. Je ne suis pas convaincu et je pense que le temps permettait quand même de faire cette réflexion. On aura sûrement un conseil communautaire en septembre ou en octobre. Ça laissait quand même le temps en collectivité de se positionner derrière. C'est quand même des enjeux importants, l'eau, l'assainissement des eaux usées, la gestion des filières urbaines, l'action sociale d'intérêt communautaire. Je trouve que c'est quand même des sujets qui ne sont pas bénins et on aurait dû avoir le temps d'en discuter un peu plus tranquillement. D'autant plus, je complète, je trouve qu'on a un ordre du jour qui est colossal. Voilà. On n'a pas les mêmes disponibilités que certains, on ne cumule pas les mêmes fonctions, et pour un certain nombre, c'est quand même pas aisé. Moi, je demande aussi à ce qu'on regarde cette question-là, parce que vu le nombre de points qu'il y a à l'ordre du jour, c'est quand même très compliqué pour un certain nombre d'entre nous, y compris on peut se poser la question de savoir pourquoi il n'y a pas grand monde ici autour de la table, parce qu'à un moment donné, vous allez vouloir aller vite parce qu'il va être tard, dès qu'on va dire quelque chose, on va entendre des ouh, etc. Si, ça se fait régulièrement, et je trouve que c'est pas sérieux. Il serait quand même intéressant qu'on puisse avoir de véritables débats dans ce conseil communautaire et qu'on prenne un peu le temps des choses par moment. Je pense que vous avez vu depuis le début de ce conseil communautaire, comme sur les autres, il y a la possibilité de prendre la parole et de s'exprimer très respectueusement, et encore une fois, j'accueille avec beaucoup de respect ce que vous dites. Juste vous préciser, contrairement à ce que vous semblez penser, la compétence assainissement, on n'a pas de choix. Après les 3 compétences obligatoires que j'ai citées, c'est la loi qui prévoit la prise de compétence au 1er janvier 2020, donc c'est sur la compétence action sociale que le débat pouvait porter, pas sur les autres points. Nous passons au vote. Nous passons au vote sur cette délibération. Des voix contre, une voix contre, 2, des abstentions, 2 abstentions, la délibération est adoptée. Comme je vous l'ai indiqué, la délibération numéro 6 sera présentée au conseil communautaire du mois d'octobre, 15 octobre, comme ça j'en profite pour vous donner la date tout de suite, du 15 octobre prochain, et je passe à la délibération numéro 7, qui est présentée par Thomas Chazal. Merci Monsieur le Président, chers collègues. La création de la communauté d'agglomération Valdière au 1er janvier 2003 s'est accompagnée du transfert de certaines compétences exercées par les communes au profit du nouvel EPCI. Cette EPCI ne disposait pas de l'ensemble des moyens humains et techniques nécessaires au fonctionnement logistique et à l'organisation de certaines activités transférées, mais ils étaient toutefois en mesure d'en assurer la charge financière. A l'inverse, certaines missions ont continué d'être assurées par des personnels transférés au profit des communes membres. Dans ce cadre, ont été conclues des conventions de services partagés. La mutualisation de certains services s'étant poursuivie entre les différentes collectivités depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, il convient de traduire juridiquement cette contractualisation. D'autre part, la compétence balayage a fait l'objet d'un transfert entre les communes de Draveil, Montgeron et Vigneux, et la commune de Draveil utilise du personnel communal pour accomplir cette mission. Il convient donc à la CAVIVS de rembourser chaque année la commune au prorata des heures effectuées. Pour éviter de délibérer chaque année sur un avenant ayant pour seul objet de mettre à jour la situation administrative de l'agent concerné, comme les avancements d'échelon, une formulation générique faisant référence à la catégorie hiérarchique du ou des agents intervenants est introduite dans l'article correspondant de la Convention. Enfin, la commune de Quincy-sous-Sénart, au cours de l'exercice 2018, s'est acquittée de dépenses liées aux permanences d'écrivains publics, charges réglementairement supportées par la communauté d'agglomération dans le cadre de l'accès aux droits, compétences exercées en matière de politique de la ville. Ainsi, il conviendra d'établir une convention afin de rembourser la commune pour l'ensemble des frais engagés en 2018 dans l'attente d'un conventionnement entre l'agglomération et le prestataire. Si c'est une délibération habituelle, je ne pense pas qu'il y ait de... On va passer au vote tout de suite. Des voix contre, des abstentions, 4 abstentions, la délibération est adoptée. Nous passons au point numéro 8 concernant le vote du compte de gestion 2018. Peut-être qu'il y aura une présentation commune avec le compte administratif. Ok. Donc d'abord le compte de gestion, Bruno Gallier. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je vais présenter très rapidement cette première délibération financière qui concerne l'approbation du compte de gestion tenu par le trésorier principal. Et
constater que l'ensemble des soldes, que ce soit sur la section de fonctionnement ou la section d'investissement, sont tout à fait conformes à ceux que présente le compte administratif tenu par l'agglomération et que je vais vous présenter rapidement dans quelques instants. Merci. Sur cette délibération, des interventions, des voix contre, des abstentions, il n'y en a pas. Nous passons à la délibération suivante sur le compte administratif. Merci Monsieur le Président. Je serai également assez rapide sur cette présentation. Je pense que ce qui est déjà tout à fait notable, c'est finalement la capacité qu'a eu notre agglomération à tenir les prévisions budgétaires que nous avions validées ensemble concernant donc l'exercice 2018. À la fois de les tenir, mais même de les dépasser, et c'est finalement ce qui se passe depuis 3 ans, puisque vous voyez que le résultat de l'exercice par rapport au budget dégage un excédent financier de 1,8 million d'euros sur la section de fonctionnement, qui est imputable très largement à de moindres dépenses à hauteur de 1,3 million et à un surplus de recettes, notamment sur la CFE, le produit des services, pour 500 000 euros. Évidemment, cette situation permet de dégager une épargne nette sur l'exercice 2018 de 1,8 million, qui est venu donc réduire le besoin d'emprunt tel qu'il avait été calculé au moment où nous arrêtions le budget. Alors l'exécution de la section d'investissement traduit un montant de dépenses réelles d'équipement de près de 10 millions d'euros, pour moitié imputable aux dépenses réalisées sur la Maison des Arts et de la Culture d'Épinay. Le financement de ces 10 millions d'euros a été assuré, alors de façon très classique, par l'autofinancement, le FCTVA et les subventions, et pour un montant d'emprunt de 5 millions d'euros. Ce qui veut dire que 50% des besoins d'investissement sont couverts par l'emprunt. Pour autant, évidemment, la variation d'endettement est beaucoup plus modérée, puisque l'amortissement de dette a été d'un peu plus de 4 millions sur l'exercice 2018, ce qui permet d'aboutir à une variation de dette de 977 000 euros. Ce qui positionne la dette au 31 décembre 2018 à 55,4 millions d'euros. Je vous rappelle qu'au début à la fusion, nous étions à 56,9 millions d'euros. Il y a ensuite un certain nombre de graphiques qui vous sont présentés en évolution pluriannuelle. Ce qui me paraît intéressant, c'est d'observer la capacité sur les 3 années examinées, 2016, 2017, 2018, la capacité de notre agglomération à tenir ses prévisions budgétaires et notamment à les dépasser. Et ces dépassements ont procuré 5,5 millions de ressources non prévues au budget sur ces 3 années. Voilà ce que je pouvais vous dire très brièvement. Il y a un graphique aussi intéressant sur les dépenses d'investissement qui traduit un décalage qui tente à s'amenuiser entre les prévisions et les réalisations, ce qui tente à montrer que l'agglomération tire de mieux en mieux les consommations de crédit de paiement que nous votons. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais vous dire sur ce compte administratif 2018. Merci. Intervention, Monsieur Carrère. Y aura-t-il d'autres prises de parole? Je n'en vois pas. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je profitais qu'on parle du compte administratif 2018 pour évoquer la question des finances, puisque nous avions une ligne budgétaire concernant un droit de tirage en tant que lieu d'opposition. On a demandé un remboursement depuis le mois de mars, nous sommes le 27 juin. Ce remboursement n'a toujours pas été fait, le mandatement a été fait soi-disant le 12 juin. Je suis quand même un peu inquiet sur l'état des finances de l'agglomération. Voilà, je tenais à le signaler, je trouve que c'est quand même pas très fair-play. J'ai été quand même relativement patient pour avoir répondu à toutes les exigences de l'agglomération sur le sujet. Je trouve que ça s'assimile un petit peu quand même à de la tentative de rétention et de l'usage de l'opposition. Voilà, je dis c'est fait. Maintenant, je ne rentre pas sur le détail sur le compte administratif. On votera contre pour être conforme à notre point de vue. Très bien. Bon, je pensais que le compte administratif méritait un peu plus que le remboursement d'une dépense qui a été effectuée, mais est-ce que Bruno Gagné souhaite rajouter quelque chose? Non, j'ose
espérer que 1,8 million d'excédent ne provient pas de ce non-remboursement de dépenses par notre opposition, tout simplement. Bravo. Écoutez, en tout cas, moi, avant de quitter provisoirement la présidence pour la confier à Bruno Gallier pour qu'il fasse procéder au vote du compte administratif comme le veut la tradition, me réjouir évidemment de cette bonne tenue du budget en 2018, et je pense d'ailleurs dans les mêmes conditions en 2019, compte tenu de l'état que je connais de la réalisation du budget, et qui est bien plus favorable que les prospectives financières que nous avions élaborées en 2016 et révisées en 2017, ce qui montre que notre agglomération est capable de tenir ses budgets, même si elle a des ressources qui sont faibles, et nous sommes très vigilants, mais nous sommes capables de tenir nos dépenses, d'investir sans endetter, quels que soient les discours catastrophiques qu'on peut entendre ici ou là. Oui, du coup, après le président, il n'y a pas de problème. Pardon, non, mais c'est votre conclusion, monsieur le président, qui m'a inspiré. N'en voulez pas. Non, je vous adresse un salut amical à tous les cassants qui sont absents ce soir. Merci, ben je quitte la séance et je confie la présidence à Bruno Gallier. Bien, merci. Je vous propose de passer au vote sur ce compte administratif 2018. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 4 abstentions, 3 abstentions. Contre, ah, voilà, j'ai posé la question des oppositions, je ne vous ai pas vu lever la main. Donc c'est 4 oppositions, pas d'abstention, je n'en vois pas, donc c'est adopté à la majorité. Vous pouvez indiquer au président qu'il n'est pas très loin, il faut revenir. Oui. J'ai cru comprendre que le compte administratif était adopté, donc je voudrais vous en remercier Bruno du travail qu'il réalise tout au long de l'année en tant que vice-président aux finances, et évidemment saluer les services concernés, à la fois Stéphane Sol et le directeur général des services Cédric Sandry, ainsi que toutes les équipes qui travaillent au quotidien pour notre agglomération, pour la bonne exécution de ce budget. Nous passons au point suivant qui concerne, du coup, il faut que je tourne, c'est toujours Bruno Gallier, je crois, voilà, l'affectation du résultat. Merci Monsieur le Président. Donc il s'agit de façon assez classique maintenant d'affecter le résultat 2018, à commencer par la section de fonctionnement, qui est un excédent de 4 494 000 €, qu'il vous est proposé de mettre en compte de réserve afin de compenser le besoin de financement lié aux immobilisations de l'exercice 2018 et de mettre le solde également sur la section d'investissement, donc à savoir 1 253 000 €. Merci. On a été saisi d'un amendement sur cette délibération. Je ne sais pas si vous souhaitez intervenir ou présenter tout de suite votre amendement. Je sais pas Est-ce qu'il y a des interventions générales d'abord? S'il n'y en a pas, je laisse M. Carrère qui présente l'amendement. Oui, je vais essayer. Sans rentrer dans le détail, ça a impacté en fait la 10 et la 11 sur la question d'affectation de résultats et de budget supplémentaire, parce qu'en fait on aurait souhaité qu'on puisse affecter une somme au budget supplémentaire de façon à pouvoir financer le pass local des seniors sur l'ensemble du territoire de l'agglomération, puisque ce n'est pas le cas à l'heure actuelle aujourd'hui, puisque seuls les seniors de 3 villes peuvent bénéficier du pass local, et étendre éventuellement ce pass local et son dispositif aux étudiants et aux demandeurs d'emploi de l'ensemble du territoire de l'agglomération. Monsieur Gallier. Oui, alors effectivement, concernant cet amendement, vous dire que le bureau communautaire, les maires de l'agglomération ont effectivement eu l'occasion de discuter déjà de cela, et je pense que on est plutôt sur un accord assez unanime sur ce principe. Pour autant, jusqu'à présent, on avait réservé une décision totalement définitive à une meilleure appréciation de la situation financière de l'agglomération. C'est sans doute quelque chose qu'on pourra réexaminer d'ici quelques temps. Voilà. En tous les cas, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit encore temps
à défaut d'en avoir discuté de façon approfondie, de procéder au virement que vous demandez de 100 000 € sur la section de fonctionnement. Merci. C'est le privilège de l'opposition. Vous pouvez faire des propositions dont vous savez qu'elles ont toutes les chances d'aboutir un jour, mais que lorsqu'on est dans l'exécutif, ça prend un petit peu plus de temps que de faire converger des politiques publiques. Mais on y arrivera. Un jour, cet amendement tombera parce que nous aurons résolu le problème. Monsieur Carrère. Ce serait bien déjà que la délibération telle qu'elle existe aujourd'hui soit appliquée. En l'occurrence, non, elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un habitant de Crosne, par exemple, qui se déplacerait dans un CCAS à Montgeron ou à Vigneux pour obtenir le pass local, comme c'est indiqué dans la délibération, ne peut pas en bénéficier quand est-ce qu'il ne réside pas à la commune. Donc ça, pour le coup, ça veut dire qu'il y a une partie des seniors du territoire qui ne bénéficient pas donc de ce qui a été voté par le conseil communautaire. Donc c'est effectivement une discrimination qui se fait en fonction de la situation géographique de chacun, et je crois que ce n'était pas le sens de la délibération, en tout cas moi je ne la dis pas comme ça. Donc je considère qu'effectivement il y a une volonté de discriminer une partie des habitants de notre secteur. Alors je ne me souviens plus si vous m'aviez saisi par courrier ou de quelle manière j'avais entendu parler d'un cas d'une personne qui se serait vue refuser, et donc instruction a été donnée à tous les CCAS du territoire de respecter la délibération, et donc il n'y a pas de discrimination évidemment entre les différents publics, même si donc si l'usager en question dont on n'a pas connaissance, ou on n'a pas retrouvé trace de sa demande, mais si d'aventure cet usager venait à se représenter, ou si vous avez été en contact avec lui, vous pouvez l'inviter à se présenter dans un CCAS, il sera non seulement reçu, mais il obtiendra le pass, ce qui est la délibération. Dans tous les CCAS de l'agglo ou uniquement dans les CCAS concernés? Il n'y a que les CCAS concernés qui délivrent aujourd'hui. D'accord, donc un habitant de Crosne qui se déplace au CCAS de Vigneux peut bénéficier du pass local? Oui. Très bien. Parce que c'était pas le cas il y a quelques mois, parce que j'en ai fait moi-même l'expérience. Avec une personne qui en pouvait en bénéficier. On a eu cet élément-là, mais... Voilà. Et je peux vous assurer que le maire de Crosne nous sollicite à de nombreuses reprises sur ce sujet. Il y a des questions de convergence. Allez, nous passons au vote sur d'abord l'amendement dont le vice-président vous a proposé le rejet, mais pour permettre à nos collègues de l'opposition de faire un peu d'exercice, je vais leur demander qui est pour l'amendement. Donc, Michael, non, mais vous voyez, il est tellement favorable. Alors, comment? Pas du tout. Non, mais c'est pas de façon pavlovienne, dès que je demande qui est pour, il est évidemment pour les amendements les propositions du président. Simplement, il n'avait pas écouté que c'était une proposition d'opposition. Allez, on détend un peu le... On détend, pas besoin de la détendre d'ailleurs, l'atmosphère est très bonne. Il y a des choses. Donc, qui est pour l'amendement? 4 voix. L'amendement est rejeté. Maintenant, sur la délibération, à savoir donc l'affectation du résultat 2018, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Contre? 4 voix contre. La délibération est adoptée. Le budget supplémentaire 2019, toujours Bruno Gallier. Oui, donc il s'agit maintenant d'approuver le budget supplémentaire 2019, notamment suite à l'affectation sur la section d'investissement de l'excédent 2018. Tout ça pour vous dire que sur la section de fonctionnement, on n'a pas les choses s'équilibrent à la fois en recettes et en dépenses. C'est l'occasion de faire un point, mais je crois qu'on l'avait déjà fait ici même, un point sur la fiscalité, avec notamment une perte importante sur la CFE, liée aux conditions d'actualisation des bases de CFE, compensée par plutôt de bons résultats sur la CVAE et la taxe d'habitation. Et parallèlement des dotations et participations qui progressent d'un peu plus de 500 000 €, liées notamment à ce que les mesures prises sur la CFE
soit compensé assez largement par l'administration fiscale. Donc au global, on a un excédent sur les recettes de fonctionnement, à la fois fiscales et dotations, de l'ordre de 300 000 € qu'on se propose d'affecter à des opérations qui n'avaient pas trouvé de crédit dans la version initiale du budget, notamment les interventions sur le site Montalbo, les dépenses de fonctionnement de la piscine de Brunois qui sont à compléter compte tenu de la prolongation de son ouverture, et éventuellement des dépenses de communication dans le domaine de la santé suite au rapport qui vous a été présenté au début de ce conseil. S'agissant de la section d'investissement, il vous est proposé donc d'affecter l'excédent 2018 à la réduction de l'emprunt tel qu'il avait été arrêté au niveau du budget initial, une réduction à hauteur de 800 000 €, et de consacrer le solde, soit 450 000 € à financer des opérations ou des compléments d'opérations qui, lors du budget initial, avaient été écartés, je dirais par prudence, et qu'il est aujourd'hui possible de financer compte tenu de l'excédent 2018 constaté. Donc elles sont listées, je ne vais pas les redonner. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce budget supplémentaire. Merci. Intervention? Il n'y en a pas. Si, vous souhaitez? C'est juste, en fait, je reprends ce que je viens de dire pour le point précédent. Donc voilà, donc c'est pour ça que du coup on votera contre, conformément à ce qu'on a dit précédemment. Très bien, c'est noté. Et de la même manière, donc, si j'ai bien compris, il y a au moins 4 voix contre. Y a-t-il d'autres voix contre? Je n'en vois pas. Des abstentions, je n'en vois pas. Le budget supplémentaire est adopté. Peut-être que Thomas